Et nous commençons donc comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou au marché immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur les résidences étudiantes, sur le logement étudiant avec Jean-Baptiste Mortier, PDG du groupe Clé. Bonjour Jean-Baptiste Mortier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors le groupe Clé, pour le présenter très rapidement, c'est un groupe qui investit et qui gère des résidences pour étudiants mais pas que, pour jeunes actifs également. Vous avez notamment accès IM à votre capital, majoritaire d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises. Et vous alertez, alors vous êtes plutôt bien placé pour savoir un petit peu comment fonctionne ce marché du logement étudiant, vous alertez sur ce qu'on pourrait appeler une crise du logement étudiant, à savoir beaucoup trop d'étudiants par rapport à l'offre qui existe, ou pour le dire autrement, beaucoup trop peu d'offres de logements étudiants par rapport au nombre d'étudiants qui existent aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait ça. C'est compliqué en France depuis une trentaine d'années de développer des cursus, de développer que ce soit des cursus privés ou des cursus publics d'université, parce qu'on a une offre de logement qui est extrêmement pauvre, que les gouvernements successifs ont pris des engagements qu'ils n'ont absolument pas tenus. Le dernier, c'était les 60 000 logements de la première mandature d'Emmanuel Macron. Il y a eu 35 000 logements qui ont été développés. Il y a quand même 2 700 000 étudiants en France pour 100 000 logements privés. Au total, un peu plus de 300 000 logements si on prend en compte les Crous. Bien sûr. Comment est-ce que vous voulez développer une offre éducative ou une offre d'enseignement et a fortiori une offre à destination éventuellement des étrangers avec tout ce qui se passe comme échange dans le monde si vous n'êtes pas capable de les loger? Donc un peu plus de 300 000 logements en résidence étudiante, c'est-à-dire de logements dédiés aux étudiants, c'est ça? Absolument, oui. Quand on parle de résidence étudiante, on parle forcément de logement neuf. Ça a un lien avec les difficultés qu'ont les promoteurs immobiliers à faire sortir des immeubles de terre, ou c'est deux sujets complètement différents? Non, ce sont des sujets qui sont complètement connexes. Évidemment, ça a un lien avec la difficulté que les promoteurs ont vis-à-vis des élus des villes, et a fortiori aujourd'hui, et dans des très grandes villes de France, des Bordeaux, Lyon, Strasbourg, à obtenir des permis pour développer du logement. Alors, il y a un peu des guerres de chiffres sur le nombre de logements dont on a besoin en France en début d'année, 200 000, 500 000. En fait, peu importe, de toute façon, on n'en construit pas assez, ne serait-ce que pour le besoin et le renouvellement de la population. Alors, a fortiori, pour les étudiants, qui a été le parent pauvre pendant des années, qui l'est toujours aujourd'hui, on a toujours l'impression, quand on est maire, qu'un étudiant va foutre un peu le bordel, que ce ne sera pas un électeur demain. C'est ça, c'est surtout ça, c'est que voilà. C'est pas forcément un électeur, l'étudiant. C'est forcément un électeur. Parce qu'on va faire ses études dans une ville qui n'est pas celle où on réside, et donc c'est pas forcément l'électeur de. Alors c'est pas le meilleur moyen d'attirer des étudiants qui deviendront demain des électeurs et qui potentiellement créeront une entreprise dans votre ville, que de ne pas être capable de les accueillir quand ils sont étudiants. Donc je pense qu'il faut se poser une question un petit peu en amont quand on est ces élus-là. Il faut se poser la question aujourd'hui de tout cet immobilier, notamment de bureaux, dans lequel il y a de la vacance, de plus en plus évidemment depuis la crise du Covid et a fortiori aujourd'hui, et qu'on pourrait restructurer en logement. Il y a plein de choses à faire. Justement, alors, parce que là, il y a un constat, c'est qu'il n'y a pas assez de logements dédiés aux étudiants, que ce soit sur une offre publique ou une offre privée. Pour autant, ces étudiants, ils se logent tous les ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, selon vous, aujourd'hui? Alors, les étudiants, ils se logent tous les ans. Ils vont se loger chez un oncle ou une tante quand ils vont faire leurs études à Bordeaux et qu'ils viennent de Toulouse. Ils vont prendre un petit studio de 8 mètres carrés ou une chambre de bonne de 8 mètres carrés dans des environnements qui ne sont pas tous salubres. On a vu les problèmes qui se sont passés à Marseille il y a quelques temps sur le Mans. Tout ça, c'est un environnement de logement qui n'est pas pris en main. Alors moi, je veux bien que l'État ait envie de favoriser la French Tech, l'entrepreneuriat des jeunes, que des universités avec qui nous on discute en France aient envie de développer des cursus internationaux et de faire venir des internationaux en France. Si on n'est pas capable de loger tous ces jeunes-là, ils vont les développer leur boîte et leur start-up à l'étranger, et on peut être sur les plateaux de Vivatech et lancer à corps et à cri qu'on a envie de développer la start-up et la French Tech en France. Il va falloir peut-être les loger. Et je reviens juste d'ailleurs sur ce que vous disiez sur la partie Colivine. Quand on voit des incubateurs, des grands investisseurs français qui sont obligés de développer leur propre résidence pour des jeunes start-upers qui ont envie de monter leur boîte parce que ces jeunes qui ne peuvent pas se payer, ne sont pas capables de se loger, on est à la tête à l'envers, quoi. Enfin, c'est pas normal. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Dans les pistes que vous évoquiez tout à l'heure, il y a effectivement récupérer des bureaux vacants, par exemple, pour les transformer en résidence étudiante. C'est ça, c'est aller récupérer de l'immobilier qui ne sert pas aujourd'hui pour le transformer en résidence étudiante? Bien sûr. Enfin, au bout de 2 ans, vous avez les élections municipales qui arrivent dans les 3 ans qui suivent, et vous n'avez plus un maire qui a envie de délivrer un permis parce que celui qui construit
C'est un peu le grand fantasme, ne sera pas réélu. Et alors donc on laisse des immobiliers de bureaux entre guillemets à l'abandon, des investisseurs d'immobilier de bureaux qui n'ont qu'une envie, c'est restructurer leur patrimoine, qui d'ailleurs pour certains peut faire partie de contrats d'assurance vie ou d'environnements patrimoniaux X ou Y, et pour lesquels ils ne sont pas capables de servir le rendement qu'ils ont promis à leurs assurés et même potentiellement à leurs retraités. Tout ça, c'est des environnements qu'on pourrait complètement restructurer, répondre à la problématique de l'offre en regardant simplement ce qu'on a autour de nous et comment on pourrait le réimaginer. Alors, si on veut, en tant qu'épargnant, investir dans les résidences étudiantes, c'est un investissement qui est connu, on peut effectivement se dire qu'on va participer finalement au financement et donc à régler une partie du problème. Là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, parce que ça dépend du véhicule d'investissement. C'est-à-dire que si on investit en SCPI, vous dites pourquoi pas. Si on investit en LMNP, vous êtes moins favorable à l'idée. Alors, heureusement que cette méthode de défiscalisation pour les particuliers, parce que finalement, c'est juste une manière de défiscaliser une partie de son... Et d'investir en immobilier, quand même. Oui, d'investir en immobilier, mais au bout de 9 ans, une fois que vous avez fini votre défiscalisation et que vous vous retrouvez avec un studio à Limoges de 12 mètres carrés que vous n'avez jamais vu, dans lequel vous ne mettrez jamais un de vos enfants, je ne suis pas bien certain que ce soit un investissement immobilier réellement pérenne. Et accessoirement, quand vous retrouvez un des investisseurs dans un immeuble vendu à la découpe, alors que vous êtes donc dans un immeuble de 200 logements et donc vous êtes 200 copropriétaires, déjà quand on est 15 dans un immeuble, refaire les parties communes, c'est compliqué, mais alors quand on est 200, vous pouvez bien imaginer que ces immeubles, les capettes ne sont pas forcément faits, les travaux ne sont pas forcément faits. Au bout de 9, 10, 12 ans, c'est un peu laissé à l'abandon et vous retrouvez des maires qui disent « moi je ne veux plus faire de découpe ». Donc ce système de l'MNP qui a eu le mérite, même s'il n'est pas parfait. Il a drainé des investissements. Il a drainé des investissements. Oui. Il a permis de développer 80 000, 70 000, 80 000 logements sur les 100 000 privés en France au cours des dernières années. Aujourd'hui, soit l'entière majorité des logements privés aujourd'hui. 70-80%. Heureusement que des gens comme nous arrivent aujourd'hui pour en faire une classe d'actifs et amener des investisseurs un petit peu plus importants, parce que la découpe, ça, malgré tout, en fait, vous avez investi dans 2 logements étudiants, vous ne le referez plus, donc ça a une limite, alors que les capitaux immobiliers aujourd'hui sont très important, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Je dis juste que les maires aujourd'hui des villes qui ont vu ces immobiliers après 10, 12, 15 ans partir complètement laissés à l'abandon avec plus de travaux qui sont faits et plus de capettes se sont dit moi je veux plus trop de découpe aujourd'hui. Et donc vous avez aujourd'hui des villes qui ne veulent plus que des promoteurs immobiliers fassent de la découpe et laissent des particuliers investir. Parce que le problème, si je comprends ce que vous dites, le problème c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, comme on découpe les 200 lots, plus personne n'est d'accord pour entretenir, plus personne n'est d'accord, on arrive à se mettre d'accord en fait pour faire évoluer le bien et donc on ne s'en occupe plus. Vous avez la structure opérationnelle qui a un bail de 9 ans ou 12 ans sur cette structure et qui va le gérer pendant 9 ans ou 12 ans le temps de la défiscalisation. Au bout de 9 ans ou 12 ans, une fois que le travail est fait, que tout a été bien loué, que le rendement a été donné et que le particulier a pu défiscaliser, et ben vous avez des immobiliers qui sont laissés à l'abandon. Alors le pire, c'est qu'ils sont laissés à l'abandon, mais que comme il n'y a pas d'offre, ben vous avez toujours des jeunes qui vont habiter dans ces bouges. Excusez-moi, pour la grande majorité aujourd'hui, ceux qui ont été construits il y a 30 ans, sont des clapiers de 12 mètres carrés qui sont limite insalubres. Et c'est pas normal. Et ça, au niveau patrimonial pour une ville, c'est le meilleur moyen de se dire, je ne veux plus d'étudiants. Donc ça ne nous aide pas aujourd'hui quand on veut en faire une classe d'actifs et qu'on pense qu'il faut absolument développer ce logement. Parce que malgré tout, ces jeunes qui sont dans ces logements-là, c'est l'avenir de notre pays. Donc il faut bien les traiter, il faut leur offrir des environnements de vie qui leur permettent de se développer, de s'accomplir quand on a entre 18 et 24, 25 ans. Ils se retrouvent dans des environnements qui sont absolument pas propres à un développement personnel. Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, on est aujourd'hui dans une situation de blocage, mais si je comprends aussi ce que vous nous dites, c'est que personne n'a intérêt à court terme à régler le sujet. Mais en fait, si l'État veut laisser les jeunes Français habiter dans des environnements qui sont pas bien... Oui, c'est ça, il faut taper du poing sur la table. Mais tout le monde... Oui, mais enfin, vous savez, quand à la dernière dernière annonce de ministre qui a eu lieu, il n'y avait même pas de ministre du Logement, quoi. Il est arrivé un petit peu après comme secrétaire d'État. On ne sait pas bien, c'est pas un sujet. En fait, la construction, M. Macron n'aime pas la construction. Et vous avez en plus aujourd'hui une équation économique qui est compliquée parce que des promoteurs qui construisent entre 10 000, 15 000, 20 000 logements chaque année, qui vont plus réussir forcément à les vendre en bloc à des investisseurs institutionnels et à des rendements très faibles. Quand on voit des taux d'intérêt ou des bons du Trésor qui arrivent à peu près au même niveau de rendement que de l'immobilier et de logement, ben en fait, vous allez même plus réussir à écouler ce que vous avez construit. Vous n'allez pas réussir à les vendre parce que
la dette est devenue peut-être un peu trop chère pour certains ménages, et ça ne répond pas à la problématique d'une offre qui ne va pas pour l'étudiant. Donc en fait, c'est un environnement qui n'est pas traité, c'est un sujet qui n'est pas traité. Est-ce que, en tant qu'investisseur, si je mets de côté le LMNP, donc on a compris effectivement que la vente à la découpe, ce que vous nous dites, c'est que ça ne rend pas service finalement au sujet du logement étudiant. D'autres véhicules, comme je ne sais pas moi, la SCPI, ou alors on parle beaucoup aussi également de la loi Censi-Bouvard, ça c'est des choses quand même qui peuvent favoriser quand même l'émergence d'une offre étudiante, enfin de logement étudiant un peu plus conséquente. Essayons, si on veut faire quelque chose d'intéressant, oui, de proposer à des investisseurs particuliers, comme c'est le cas dans les structures que vous citez, en tout cas les FCPI, ECPI, essayons de les mettre ensemble dans ces structures-là, mais sans leur dédier un logement. Permettons-leur d'investir dans une structure type fonds d'investissement, entre guillemets, dédié aux particuliers, dans lesquels ils auraient peut-être le même avantage fiscal, mais ils ne seraient pas sur un logement dédié, ils seraient dans un ensemble de fonds où ils auraient tout intérêt à ce que dans le temps, cet ensemble fructifie, voir comment on arrive à allier ça avec la défiscalisation, parce que nécessairement, quand on oui, c'est ce qui attire une partie des investisseurs. C'est ce qui attire, quand elle est terminée, c'est ce qui attire plus. Il faut inventer autre chose. En tout cas, laissons la place à des investisseurs qui ont envie aujourd'hui de favoriser, de développer ce logement étudiant et d'en faire une classe d'actifs qui est une classe d'actifs partout dans le monde. Laissons-les en France la développer, laissons-les développer l'offre, favorisons les permis, favorisons ce développement. Ce sera tout bénéfice pour la France de demain. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Mortier, d'être venu passer votre message sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Clay. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.